Bonsoir, merci d'être avec nous. Voyons ensemble le titre de ce journal. Le Premier ministre en pays abouré pour prêcher la paix et la cohésion sociale, Ahmed Bakayoko, est allé apporter son soutien et celui du gouvernement aux populations de Bonoa. La ville a été le théâtre il y a quelques semaines de violentes manifestations qui ont causé de nombreux dégâts. Seul candidat à sa réélection, le Nigérien Akinwumi Adesina a été reconduit à son poste ce jeudi 27 août. C'était lors des assemblées annuelles de la Banque panafricaine, un plébiscite sans appel qui sonne comme une revanche. Et puis, dans ce journal, on parlera naturellement de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ce jeudi, la CEI a reçu les candidatures d'Henri Konan-Bédié du PDCI RDA et celle de Pascal Apinguissan du FPI. Les deux candidats étaient accompagnés de leurs militants et sympathisants. Voilà pour les titres. Le Premier ministre s'est rendu aujourd'hui dans la ville de Bonoa suite aux violences intercommunautaires. Ahmed Bakayoko est allé apporter la compassion du gouvernement aux populations. À Bonoa, le chef du gouvernement a apporté un message de paix et de cohésion sociale. Il a appelé à ne plus céder à la manipulation. Herman Guivet. Pour sa première sortie officielle, Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, choisit Bonoa. Un choix loin d'être fortuit car il y a quelques jours, des violences et autres manifestations publiques avaient perturbé la sérénité de la ville. Passé la tempête, le calme est revenu, l'heure est à l'apaisement, mais surtout à la sensibilisation à la non-violence. Le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, a décidé d'aller à la rencontre des populations de Bonoa pour leur porter un message de paix. Et c'est l'enceinte de la mairie de la ville qui a servi de cadre à cette rencontre. La ville de Bonoa, en vous acclamant, Monsieur le Premier ministre, exprime à la fois les sentiments que votre personne lui inspire et les vœux que nous formons tous pour la grandeur et la prospérité de notre pays. Les opérateurs économiques sinistrés me chargent de solliciter auprès de votre Excellence un plan d'aide spécial afin de reprendre leurs activités. De même, nous sollicitons également un soutien pour les blessés. Plus jamais ça à Bonoa. La cohésion sociale, un vœu cher à la chefferie traditionnelle de Bonoa. Ces tristes événements qui ont jeté l'émoi dans notre paisible cité sont désormais derrière nous. Et la chefferie y travaille au quotidien. Au chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, de prendre la parole. Message à l'endroit des populations et des jeunes en particulier. Chers jeunes, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. Je veux que vous soyez solidaires. Nous sommes tous les mêmes enfants de Bonoa. Je veux pouvoir compter sur vous les jeunes. Et vous devez tout faire pour que les nouvelles qui viennent de Bonoa soient des nouvelles de paix, des nouvelles de cohésion, des nouvelles de vivre ensemble. Ainsi, vous aurez mérité le nom et la fierté de votre région. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a marqué son engagement à soutenir l'autonomisation des jeunes de Bonoa par le financement de leurs projets. On reste à Bonoa et je vous propose d'écouter à présent quelques réactions. Que le Premier ministre de la Côte d'Ivoire se déplace à Bonoa pour s'adresser aux jeunes par rapport à cette situation récente témoigne de l'intérêt que l'État accorde à cette jeunesse-là, l'intérêt que l'État accorde à Bonoa et aux populations de Bonoa. Et les conseils qui ont été prodigés, nous osons espérer que les jeunes auront retenu cela
et en résumé, qu'ils sachent qu'on ne peut construire l'avenir que dans la paix. C'est un message de responsabilité que le Premier ministre a lancé à l'ensemble de la population, singulièrement aux jeunes, en les invitant à être les gardiens de la paix. Cette paix qui est nécessaire au développement, un développement qui est fortement amorcé ici à Beaunois, avec une zone industrielle et de potentialités très importantes au niveau économique et social. Donc toutes les communautés, en particulier les jeunes, sont les plus grands bénéficiaires de cette action publique et aussi de l'engagement des opérateurs privés qui font de cette ville et sa région, j'allais dire, une zone de plein essor économique. Nous avons tous besoin de paix. Il y a eu ces moments douloureux, pénibles, avec des destructions très importantes et tout le monde s'est engagé ici, les jeunes, les élus, les cadres, à faire en sorte que cette situation douloureuse et malheureuse ne se répète plus. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Il faut arrêter. Mais il faut arrêter. On ne peut pas accepter ça. Beaunois, c'est une ville pacifique. En tout cas, on dit merci au Premier ministre. Je pense qu'il a eu un discours franc, direct, le langage de la jeunesse. Et je pense que la jeunesse est assez mûre et qu'elle va comprendre ce message-là et que ces choses ne vont plus se répéter à Beaunois. Toujours au chapitre des activités du Premier ministre, mercredi, les députés membres du groupe parlementaire RHDP de l'Assemblée nationale sont allés apporter leur soutien à Ahmed Bakayoko. Ils se sont dit disposés à concourir à la réussite de sa mission. On en parle avec Marma Traoré. Députés de la majorité parlementaire chez le chef du gouvernement, ils sont venus manifester leur soutien à leurs collègues députés de Séguéla, promu au poste de Premier ministre le 30 juillet dernier. Ahmed Bakayoko confie la réussite de sa mission aux députés RHDP. Le poste de Premier ministre, quel que soit le régime présidentiel ou parlementaire, mais dans les faits, c'est un poste qui appartient aux députés. Parce que si un Premier ministre ne peut pas faire avancer ses textes, s'il ne peut pas les faire voter par les députés, mais évidemment, il ne peut pas gouverner, il ne peut pas exercer. J'ai besoin de vous non seulement pour nous aider à conduire la politique du président Ouattara, j'ai besoin de vous pour réussir à bien capter les vrais besoins des populations. À l'issue de la rencontre, les députés RHDP rassurent le nouveau Premier ministre de leur engagement. Vu qu'il vient à peine d'être nommé comme Premier ministre de notre République, il était de bonne loi que nous, députés de la majorité présidentielle, nous venons nous témoigner toute notre gratitude, tout notre soutien et l'accompagner dans sa mission. Les députés de la majorité présidentielle seront à ses côtés pour que cette mission qui lui a été confiée puisse se réaliser pour le bonheur des Ivoiriens et nous repartons réconfortés du message fort qu'il nous a donné. Merci au Premier ministre de nous avoir mis en confiance. À notre tour, nous le garantissons, nous le rassurons de ce qu'il peut compter sur nous. Le RHDP compte 150 députés sur les 252 que compte l'Assemblée nationale. Le ministre de la Promotion de l'investissement privé était devant le Sénat. Emmanuel Esmel Essis est allé défendre un projet de loi portant Code des investissements en Côte d'Ivoire. Une occasion saisie par le ministre pour rassurer les parlementaires que malgré la Covid-19 et le climat électoral, la Côte d'Ivoire demeure une destination privilégiée pour les investisseurs. On en parle avec Kader Sogodogo. Une meilleure définition et appréciation des projets dits structurants, une demande d'agrément ouverte, une réduction du seuil de l'investissement dans plusieurs zones, la consignature du certificat d'agrément par le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et le ministre du Budget. Ce sont quelques articles du projet de loi portant Code des investissements en Côte d'Ivoire, ratifié par la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Un projet de loi présenté par Emmanuel Esmel Essis, ministre de la Promotion de l'investissement privé. Nous avions par exemple la participation des nationaux au capital qui a été remontée à 34%. Et donc c'est cet ensemble de dispositifs que nous sommes venus aujourd'hui présenter au Sénat pour que le Code 2018 soit complété par ces rectifications. Quelle est la situation de l'investissement en Côte d'Ivoire avec la crise sanitaire et cette période électorale dominée par l'élection présidentielle à venir? L'investisseur, il n'est pas dans le court terme.
l'investisseur, quand il décide d'agréer son projet, c'est sur une réalisation de 2 ans. Donc il ne tient pas compte de vos échéances électorales, c'est parce qu'il fait peur, parce qu'il a déposé son dossier pour être agréé. Donc il croit toujours dans la Côte d'Ivoire, et ce qui me fait dire que l'attractivité de la Côte d'Ivoire reste encore intacte. Et que les joutes électorales ne viennent pas du tout perturber la décision des investisseurs de venir en Côte d'Ivoire. En 2019, la Côte d'Ivoire a connu un investissement record de 730 milliards de francs CFA. À fin juin 2020, 110 entreprises ont été agréées pour un investissement de 407 milliards de francs CFA. Le coût fiscal est évalué à 106 milliards de francs CFA. Prochain émissaire du président de la République devant le Sénat, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambile, porteur de 3 projets de loi. Je vous le disais en ouverture de ce journal, sans surprise, Akinwumi Adesina va rempiler à la tête de la Banque africaine de développement. Seul candidat à sa réélection, le Nigérian, a été reconduit à son poste ce jeudi lors des assemblées annuelles, des assemblées virtuelles pour cause de la pandémie de Covid-19. Une élection à l'unanimité avec 100% des voix africaines et 100% du total des voix. Lansine Bakayoko. Akinwumi Adesina, unique candidat en lice, rempile pour un deuxième mandat de 5 ans à la tête de la Banque africaine de développement. À l'issue du vote formel par bulletin secret en mode électronique, le Nigérian a été élu à l'unanimité des gouverneurs. Il a obtenu 100% de vote des membres régionaux et non régionaux de la banque. Arrivé en 2015 et crédité d'une augmentation de capital record en 2019 de 93 à 208 milliards de dollars, le président de la BAD a vu son bilan secoué par un rapport particulièrement documenté de cadres internes agissant sous le régime protégé des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte qui l'accusaient de favoritisme dans les nominations aux positions stratégiques. Mais le panel de revue dirigé par Mary Robinson, désigné le 1er juillet pour examiner le travail du comité d'éthique de la banque quant aux allégations de ces lanceurs d'alerte, a conclu à des accusations infondées. Même si la pandémie mondiale de la Covid-19 a déréglé tout le système économique, le président Akinwumi Adesina, qui retrouve toute sa légitimité, entend maintenir le cap via ses 5 grandes priorités, à savoir éclairer l'Afrique et l'électrifier, nourrir l'Afrique et l'industrialiser, intégrer l'Afrique à la dynamique mondiale et surtout améliorer la qualité de vie de ses populations. Autre chose à présent, après Toumoudi, Didier Vie et Thiébissou, qui ont été élus au programme de renforcement de la voirie urbaine du gouvernement. Il y aura au total 10 km de bitume à réaliser dans chacune de ces 2 communes. Et pour joindre l'acte à la parole, le docteur Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, a procédé hier mercredi au lancement de ces travaux. Des travaux qui se dérouleront en 2 phases, dont la première porte sur le bitumage d'environ 3 km de route par commune, pour un investissement partiel de plus de 2 milliards de francs CFA. Les initiatives pour ramener la paix entre les communautés de la cité du fromager se multiplient. À Gagnoa, le député de Ouragayo Bayota obtient la paix des braves après plusieurs échanges et de nombreuses concertations. Abel Dioré a appelé les jeunes principaux acteurs de ces affrontements à tourner le dos à la violence afin de privilégier l'intérêt des populations de Gagnoa en s'engageant à entretenir un climat apaisé. Le compte-rendu de Soro Corona. Le député de Ouragayo Bayota, Abel Dioré, multiplie les rencontres avec les chefs des différentes communautés, les présidents de jeunesse, des femmes et des membres de la société civile de Gagnoa. Des rencontres pour enterrer durablement la hache de guerre suite au dernier malheureux événement. Les nombreuses entrevues avec les principaux acteurs de cette crise, les leaders de jeunesse ont porté fruit. Ces jeunes ont tenu une réunion de réconciliation. Ils décident de tourner le dos à la violence pour privilégier l'intérêt supérieur des populations de Gagnoa en entretenant un climat apaisé. C'est tout Gagnoa, sans clivage ethnique, politique, religieux. Tout le monde est là pour venir dire Gagnoa n'en a pas besoin. À mes frères, à mes soeurs, c'est pas facile. Voilà, on a perdu une vie. Cadeau. C'est mieux de s'attendre et puis aller de l'avant.
Gagnoa a besoin de paix. Ne soyons pas des va-t-en-guerre. Nous demandons à la population, nos camarades jeunes, d'avoir un esprit de paix. Nous avons intérêt à faire tomber le mur de méfiance pour l'intérêt des Gagnois. Pour joindre l'acte à la parole, à travers une procession et un élan de solidarité, les jeunes sont allés présenter leurs condoléances à la famille endeuillée au cours des affrontements. Abel Gyoré s'est réjoui de cette paix retrouvée. La jeunesse n'a pas intérêt à brûler Gagnoa. Elle n'a pas intérêt à mettre en mal la cohésion, le vivre ensemble à Gagnoa. Donc, pour nous, c'est un grand départ, un bon départ pour continuer de semer la graine de l'union, de la fraternité, la graine de l'amour, pour que Gagnoa en sorte grandi. Pour maintenir un climat de paix et renforcer la cohésion sociale avant, pendant et après la présidentielle d'octobre 2020, une plateforme de concertation sera mise en place pour gérer les rumeurs. Des tensions, il y en a eu également dans le Lodjibois avec d'importants dégâts matériels. À Divo, un autre député a entrepris de concilier, sinon de réconcilier les différentes communautés à travers le dialogue. Et la mission initiée par Famoussa Koulibaly porte déjà ses fruits. On note désormais un retour au calme dans la capitale du Lodjibois, Mahama Traoré. Ce qui s'est passé à Divo le week-end dernier ne doit plus se reproduire. La capitale de la région du Lodjibois doit toujours demeurer cet exemple de brassage multiethnique. Telle est la conviction du député Famoussa Koulibaly et il est allé la partager avec les populations de sa circonscription lors d'une tournée de sensibilisation et d'apaisement initiée dans les quartiers et les 12 villages de Divo. Parce que nos parents, c'est qu'ils ont réussi là, nous on est en train de faillir, chers frères, chers sœurs. De Dougako à Konokro, en passant par Daboré, Boudoukou, Legbréville, Famoussa Koulibaly a écouté ses mandants et leur a expliqué le bien fondé du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Nous pouvons être de bords politiques différents, nous pouvons être de communautés différentes, d'ethnies différentes également, mais nous avons une seule ville qui est la tête de nos ancêtres, c'est la ville de Divo. Et nous devions tout faire pour préserver la paix et la cohésion. Si le village brûle là, c'est tout le monde qui brûle. C'est pas Sénoufo, c'est pas Dida. Il y a des Sénoufos qui sont ici qui ne connaissent pas les villages. Il y a des Baoulés qui sont ici qui ne connaissent pas les villages. Il y a des Boukrabés qui ne connaissent pas les villages. Donc nous sommes tous ensemble. À Divo, le calme est revenu et la vie a repris son cours normal grâce aux missions de médiation et d'apaisement entreprises par les cadres et les élus. Et comme vous le savez, toute la rédaction de RTI1 se mobilise pour vous donner en temps réel les informations sur la pandémie de la Covid-19. On fait le point de la situation dans quelques instants. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 27 août 2020, 99 nouveaux cas de Covid-19 sur 1082 échantillons prélevés, soit 9,1% de cas positifs, 198 guéris et un décès. À la date du 27 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 702 cas confirmés, dont 16 139 personnes guéries, 115 décès et 1448 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 124 057. On ouvre à présent le chapitre de l'élection présidentielle. Le candidat du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, était à la CEI. Henri Konan Bédié a officiellement déposé son dossier de candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il était accompagné d'une forte délégation de son parti. Le Sphinx de Daokro s'est réjoui de la mobilisation exceptionnelle faite à son honneur. Éric Goré. Chose promise, chose due. Henri Konan Bédié est effectivement arrivé à la commission électorale indépendante pour le dépôt de sa candidature. À son arrivée, il a été accueilli par les membres du bureau politique de son parti, le PDCI-RDA. Une fois à la CEI, Bédié a rencontré le président de la commission électorale indépendante CEI. Il a présenté les 13 documents requis. Après quoi, Henri Konan Bédié s'est exprimé. À tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, cette candidature, je la confie au peuple ivoirien, aux paysans,
nos compatriotes des villes, des villages, des hameaux, nous permettra de reconstruire une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, une Côte d'Ivoire de la paix, de la tolérance, du dialogue. À la fin de sa déclaration, le fils de Daoukro a pris congé en espérant très bientôt se retrouver sur le terrain pour la campagne. Et lors de son dépôt de candidature, le président de PDCI était accompagné de ses sympathisants. On écoute ici quelques réactions. Commission électorale indépendante ce jeudi. Aux abords de cette institution chargée des élections, voici l'ambiance qui prévaut au moment où Henri Konan Bédié, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, dépose sa candidature. Ses partisans sont présents. Ils veulent l'installer selon leur propre thème. On va installer Bédié, on va installer Bédié, on va installer Bédié. Ambiance festive. Ces militants du PDCI sont confiants. Nous sommes venus accompagner l'homme de paix, l'homme de la réconciliation, l'homme pondéré, l'homme de paix, l'homme de conviction. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les militants du PDCI RDA que nous sommes. C'est le moment de déposer les dossiers de candidature pour les élections du 31 octobre 2020. Et nous sommes venus accompagner notre candidat, notre champion, le président Henri Konan Bédié, pour déposer le dossier. Et après, nous retournons sur le terrain pour travailler à son élection. La joie était au rendez-vous, ce qui a fait dire au secrétaire exécutif du PDCI que son parti gagnera l'élection présidentielle. Oh, il a déjà gagné. Voilà, c'était pour vous les à côté du dépôt du dossier du candidat du PDCI RDA. C'est ce jeudi qu'a également choisi le candidat du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, pour déposer sa candidature. Lui aussi était accompagné des militants de son parti. Sidonie Davila. 13 sur 13 pour le candidat du Front populaire ivoirien. Selon l'équipe de la CEI, le candidat a réuni les 13 documents composant la liste des pièces requises par la Commission électorale indépendante. Une institution qui devrait continuer de travailler avec rigueur pour des élections apaisées selon Affi-N'Guessan, avant d'expliquer son offre politique à la presse. Je veux être le candidat de tous les Ivoiriens, du nord au sud-est, en ouest, être le candidat de l'unité nationale, de la réconciliation nationale, parce que ce pays a trop souffert de la division de ses fils et de ses filles. C'est pourquoi j'ai inscrit en première ligne, comme axe central de mon action, la renaissance de cette nation pour la grandeur du peuple ivoirien. C'est au nom du Front populaire ivoirien que je suis candidat. Je voudrais donc appeler tous nos militants, quelles que soient les positions qu'ils ont pu prendre à un moment ou à un autre, au rassemblement. Le rassemblement pour l'alternance démocratique. Le candidat du FPI est arrivé à 10 h à la CEI, comme annoncé, avec des militants qui ont voulu être témoins de cet événement. Aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur de la CEI, une foule en liesse venue le soutenir attendait son président. Pour Affi-N'Guessan, candidat du Front populaire ivoirien, l'occasion est bonne pour prendre un bain de foule en signe de reconnaissance à ses militants et sympathisants. On écoute à présent quelques réactions des militants et sympathisants, mais aussi des cadres du parti du FPI, toujours au micro de Sidonie Davila. C'est maintenant que les choses sérieuses vont démarrer, puisque nous devons officiellement déclarer que Affi-N'Guessan Pascal est le candidat. Donc nous pouvons nous réjouir, puisque avec la CEI, véritablement, il n'y a pas eu de difficulté dans la présentation de toutes les pièces qui devraient constituer le dossier de candidature. C'est une joie immense pour moi ce matin de venir accompagner le candidat du Front populaire ivoirien à la CEI ici, déposer sa candidature pour les élections du 31 octobre 2020. Mais ma joie va au-delà de ce que j'ai dit, parce que les régions qui ont accordé leur parrainage est parmi elles la région du Lot-du-Bois et du Gord. Les régions du centre-ouest, de l'ouest surtout,
Je pense que c'est un jour essentiel, un jour symbolique certes, mais un jour important qui marque le début de la compétition électorale qui s'annonce. Et nous espérons qu'au terme de ce processus, notre candidat va pouvoir remporter cette élection et permettre au Front populaire ivoirien de dérouler son programme. Un autre candidat moins connu que les précédents que vous venez de voir était lui aussi à la CEI. Jean-Rémy Atakou Kona a lui aussi déposé sa candidature. Il s'annonce comme le candidat du changement. Il entend mettre son expérience d'entrepreneur au service de la nation. Sidonie Davila. Kona Jean-Rémy Atakou, candidat indépendant et docteur en informatique et chef d'entreprise. Après 25 années passées au pays de l'oncle Sam, il est de retour pour mettre son expérience au service de la Côte d'Ivoire. Ce jeudi, la CEI réceptionne son dossier pour sa candidature à la présidentielle du 31 octobre prochain. La victoire est longue, mais elle est courte quand on a tous les mêmes idéologies. Allons-y pour tout juste la victoire. J'aimerais prendre l'occasion, saluer notre cher président de la République, Alassane Ouattara. Il fait du très bon travail qui est très bien fait. Mais moi, en tant que jeune de la diaspora, jeune de demain, je viens tout juste apporter un additif à ce qu'il fait. Le président du parti LCP, le changement est possible. Kona Jean-Rémy Atakou veut, à travers cette candidature, marquer sa génération, mais surtout veut faire partie des élites qui créent des ressources en Côte d'Ivoire. Du sport, du football, à présent, ce jeudi, la commission électorale de la Fédération ivoirienne de football a tranché. Elle a rejeté la candidature de Didier Drogba. En revanche, elle retient celle de Sori Diabaté et d'Idrissa Yassine Diallo. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire dispose de 5 jours pour faire appel. On fait le point avec Patrick Dadier. Enfin, la fumée blanche se dégage de la maison de verre à Treichville. Après 1 mois et demi de confusion entre les membres de la commission électorale sur la validation des candidatures à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, le verdict est connu depuis ce matin. Après de longues heures de travaux mercredi 26 août, jusqu'à tard dans la nuit, la commission dirigée désormais par Ernest Kouassi Konan a remis à chaque représentant des candidats une enveloppe scellée. Les résultats pour la validation des candidatures. Après l'ouverture du précieux colis par les intéressés, il ressort que les candidatures de Sori Diabaté et d'Idrissa Yassine Diallo ont été validées. Celles de Didier Drogba et de Paul Kwasi Kofi ont été rejetées. Ces derniers ont 5 jours à compter de demain pour saisir la commission de recours qui, elle, à son tour, dispose du même nombre de jours pour rendre une décision irrévocable. Culture à présent, Rose Marie Guiraud sera portée en terre ce vendredi au cimetière de Williamsville. À quelques heures de son inhumation, le monde culturel et artistique a rendu hommage à l'icône de la scène, à l'EDEC, son école de danse. Art traditionnel et musique moderne se sont côtoyés sur la scène. Un moment de communion entre passionnés de la danse et admirateurs de cette grande dame de l'art décédée le 20 avril dernier. Franck Quadio. Des cris dans la nuit. La scène de l'EDEC, les pensionnaires rejouent un sketch joué par leur mentor, Rose Marie Guiraud, en 1973. C'est la veillée artistique avant l'ultime au revoir à l'artiste décédé le 20 avril dernier. Il va cracher! La tradition comme aimait à la mettre en valeur, Rose Marie Guiraud, mais aussi un hommage des artistes contemporains. La défunte avait su tisser ce lien entre les générations. Elle reste pour certains inégalable. Tous les artistes aujourd'hui, tous les chanteurs ont eu vraiment des danseurs qui sont partis de l'EDEC et donc de sa maison. Voilà, donc elle a vraiment fait beaucoup pour les artistes en Côte d'Ivoire. Were Liking, autre prêtresse de la scène, les porteurs d'idées comme Tiburce Kofi, le professeur Yacouba Konaté, l'artiste Hippolytano et bien d'autres personnalités du monde culturel sont venus célébrer.
la mémoire de la défunte. Ce qu'elle nous a laissé, c'est le travail bien fait, la continuité, la persévérance et puis l'amour de l'autre. Emmett, son mari, cachant difficilement le poids de la séparation, et sur la scène, la réaffirmation du soutien des autorités. Le directeur du Bureau ivoirien du droit d'auteur a porté la voix du ministre de la Culture. Et Marie-Rose Guiraud, aujourd'hui, que nous célébrons, a des disciples. Elle a formé, elle a donné de son savoir et nous sommes heureux de constater que son œuvre se perpétue. Marie-Rose Guiraud, pionnière de la danse en Côte d'Ivoire, reçoit ainsi l'hommage de ses pères artistes. Elle a commencé sa carrière à 4 ans dans son village, dans l'Ouest ivoirien, fondatrice de plusieurs institutions sociales et caritatives. Elle part certes en survivante, mais restera pour toujours une héroïne. Voilà, Rose-Marie Guiraud, la survivante. Dans l'actualité, hors de chez nous, après une intense négociation avec la CEDEAO la semaine dernière, la junte a finalement accepté de libérer l'ex-président malien Ibrahima Boubacar Keïta, désormais assigné à sa résidence de Sébenikoro. L'ancien président est maintenu sous surveillance de l'armée. Voilà, c'est la fin de ce journal sur RTI 1. Toute la rédaction se joint à moi pour vous remercier de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.rti.ci. Je vous retrouve dans quelques heures à 6h30. Bonsoir.